À toute personne ayant commencé la série Shogun et ne l'appréciant pas même après l'épisode 6, je ne vous crois pas. Je ne peux pas vous croire. Bien sûr que si, tous les goûts sont dans la nature et sachez qu'on va parler de Shogun de manière spoilante, si j'ose dire, sachant qu'aujourd'hui on va parler de l'épisode 6. Et vous avez toutes les critiques, je crois, de tous les épisodes de Shogun qui sont sortis sur la chaîne. Peut-être qu'on a oublié d'en faire un à un moment donné, ou alors peut-être qu'ils y sont tous. Mais quoi qu'il en soit, on va en parler maintenant, parce que cet épisode 6, qui est tout simplement une pépite, à mon sens, qui s'appelle donc Les femmes du monde des fleurs, est génialissime. Sincèrement, j'ai vraiment, depuis le début, étant donné que je n'avais pas forcément de grande attente autour de ce projet, alors j'avais entendu des échos, j'avais vu très vite fait certaines images, et notamment la pub sur Disney+, mais je n'étais pas vraiment rentré dans cet univers-là, dans ce monde-là, qui, pour rappel, est donc une adaptation d'un roman de James Clavell, mais qui a également été donc une série dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Là, on part sur une toute autre version du côté de la Fox, en tout cas du côté de Disney, avec donc une représentation vraiment incroyable. Je trouve que tous les personnages sont vraiment très très bien développés, et notamment dans cet épisode 6, à commencer par Mariko. Il est vrai que lors de l'épisode précédent, et en vrai, un petit peu tout du long de la série, on te parle un petit peu de ce qu'elle a pu faire par son passé, de son histoire, et c'est véritablement dans l'épisode 5 qu'on va comprendre que l'histoire de sa famille est un petit peu compliquée, son père était accusé donc d'être un traître, enfin c'est allé assez loin par rapport à son histoire, et là on a d'autant plus de flashbacks, je crois qu'on revient 22 ans auparavant pour avoir du coup l'évolution de ce personnage au fur et à mesure du temps, notamment pas forcément que par rapport à ses talents de traductrice, mais également par rapport à ses talents de combat, puisqu'elle elle se produit, mais en tout cas elle fait un combat, en tout cas un entraînement devant de la foule, et tu sais qu'elle est très 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 talentueuse dans ce qu'elle fait, et c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution du personnage, et de voir également la connexion qu'il y aura avec donc le personnage de Dame Oshiba, mais on va y venir un petit peu plus tard. Mariko est un personnage que j'adore par rapport à sa sensibilité, mais également par rapport et surtout par rapport à sa puissance et sa force. Et elle-même le dit dans l'épisode « Vous les hommes, vous êtes en guerre ». C'est sympa, enfin c'est sympa, non, mais vous êtes souvent en guerre, voilà, c'est physique, etc. Mais nous, en fait, on est en guerre toute notre vie. Et tu comprends véritablement ses paroles par rapport à son passé, et même par rapport à la plupart des personnages féminins qui sont dans cette série, qui n'ont pas forcément une vie très très simple. C'est le moins que l'on puisse dire, sachant que Mariko ne déroge pas à cette proposition dans cette série qui, selon beaucoup d'acteurs de la série, reflète, ou en tout cas est l'une des meilleures, ou l'un des meilleurs reflets de la véritable histoire du Japon, et je trouve, alors je ne peux pas vraiment en parler puisque je ne suis pas historien, et même au-delà d'être historien, je ne me suis pas renseigné sur l'histoire du Japon, mais j'aimerais vraiment m'y intéresser. Je me demande même s'il n'y a pas d'autre manière de se renseigner sur le projet, au-delà de parler de live action. On peut essayer de voir s'il n'y a pas, admettons, un animé qui pourrait en parler. Je vais me renseigner sur cet aspect-là, ou aussi tout simplement lire des livres, ou lire des articles qui sont fiables par rapport à toute cette histoire-là. En tout cas, par rapport à Mariko, je n'ai rien à dire. Son personnage est extrêmement intéressant. Et encore, sincèrement, je pense que c'est... Bon, il y a quand même Toranaga qui est incroyable, mais Mariko fait partie, avec Toranaga, de mes personnages préférés. En plus, je trouve qu'elle est vraiment très très bien interprétée, hein, que ce soit elle ou que ce soit Toranaga, les deux acteurs et actrices sont très très bien choisis. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans la série Monarch, donc très 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 content de la voir dans un autre projet que je n'attendais même pas. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant. Après, le personnage qui passe un petit peu entre guillemets au travers, parce qu'il n'a pas de grand intérêt pour l'instant, c'est John. Donc qui lui va se voir offrir, ou en tout cas va essayer de négocier donc avec Toranaga le côté de en fait, c'est bien beau tout ce que vous me proposez un fief, ok, mais moi en fait je veux mon navire. Et lui veut faire la guerre aux Portugais et récupérer aussi son équipage, qu'on n'a pas vu depuis le premier épisode. Lui c'est ce qu'il veut.
Et eh bien Toranaga refuse et lui dit bon mais pour le consoler, vous irez en gros dans une sorte de maison close. Je crois que c'est un petit peu... Alors eux ils emploient le terme bordel, mais je ne sais pas si actuellement c'est bien vu. Mais bon, je préfère dire maison close. En tout cas, on lui propose ça, bon, et il lui dit, et je n'ai pas vraiment compris pourquoi, même si je pense que c'est aussi pour comprendre un petit peu les intérêts de Mariko derrière tout ça, puisque on sait qu'elle est mariée donc à Buntaro. Buntaro, juste avant cela, il y a eu une petite audience avec Toranaga où il lui a dit mais en fait demande le divorce. Et Buntaro a dit bah non je ne peux pas, ça fait trop longtemps. Et tu te dis peut-être que c'est un test, mais en même temps ça va faire du mal à Mariko. Et il y a un très très bon dialogue à mon sens entre Mariko et Toranaga par rapport eh bien, à son père, puisque Mariko a toujours été un petit peu détruite en soi au fur et à mesure des années, en demandant en soi également à Buntaro sa mort, etc., par rapport à tout ce qu'elle semble représenter ou tout ce qu'elle imagine représenter. Et il va y avoir un superbe dialogue plus vers la fin de l'épisode entre elle et Toranaga, où Toranaga va lui dire mais en fait tu sais pourquoi ton père il a fait tout ça, parce que Buntaro, c'est vrai qu'en gros ce qu'il a signifié c'est que Buntaro c'est un bouffon, et que il l'a mariée à lui uniquement pour qu'elle soit loin de ce combat, pour la préserver, pour la protéger, mais que ce serait à elle de terminer ce que son père a commencé. Parce qu'il avait d'énormes attentes, oui, c'est ça, d'énormes attentes, j'ai pas forcément d'autres synonymes, et pour sa fille, et donc il y a l'envie donc de développer cette petite stratégie également. On est beaucoup sur de la stratégie, que ce soit Toranaga, mais également le personnage, ou en tout cas le passé de Mariko. Et comme je viens de vous le dire, enfin comme je vous l'ai dit il y a de cela quelques minutes, Mariko et le personnage d'Oshiba sont totalement connectés, et on va comprendre véritablement que ce personnage en fait s'appelle Ruri et qu'elle a changé de nom, parce qu'en gros, si je ne dis pas de bêtises, le Taiko n'arrivait pas à avoir d'enfants, que ce soit avec sa femme ou ses consorts, et vient alors donc Ruri, et on lui dit bon bah tu seras la consort et tu feras un enfant au Taiko. Et donc elle a donné l'enfant, donc l'héritier actuellement, que Toranaga ne cesse d'essayer de protéger malgré eh bien toutes les attaques qu'il y a un petit peu autour. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant de voir même cette haine et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut la mort de Toranaga, puisqu'elle le dit à Ishido. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien amorcé, le côté de, en fait, je voyais qu'il complotait, je le voyais un petit peu murmurer des choses, et en fait, je sais que même si ce n'est pas lui qui a tué mon père, c'est lui qui en a donné l'ordre. En fait, elle ne fait que le supposer. Alors peut-être que c'est véritablement le cas. Je t'avoue que si on l'a déjà évoqué dans la série, je n'en ai pas le souvenir. Peut-être que c'est véritablement le cas. Mais je pense sincèrement que le grand gentil de l'histoire, c'est Toranaga. Même si, peut-être que ce genre de série, on peut ne pas forcément trouver de gentils et de méchants. Un petit peu comme Game of Thrones, un petit peu comme House of the Dragon. C'est ces projets-là qui, justement, te proposent, oui, deux clans qui vont se faire la guerre, mais en vérité, tu peux comprendre un des camps et l'autre. Bon, je t'avoue que je ne comprends pas forcément Ishido, enfin, je comprends sa soif de pouvoir, mais là, ça va très très loin. Et donc on comprend que elle était la consort et elle est devenue donc la mère de l'héritier, et elle voue une haine à Toranaga, donc ça aussi c'est intéressant. On a donc tout cet aspect en lien avec le nom de l'épisode, donc les femmes du monde des fleurs. Donc au moment où John va aller du coup dans cette maison pour on va dire satisfaire le cadeau entre gros guillemets, puisqu'une femme n'est pas un objet bien sûr, mais en tout cas à l'époque c'était comme une sorte de proposition. Vu qu'on ne peut pas lui donner ça, il ira là-bas. Donc il va à cet endroit-là, donc il va y avoir un aspect un petit peu poétique en soi, entre donc ce trio, John Blackthorne, Mariko Sama et Kiku, donc ce personnage-là, qu'on avait déjà vu, je crois, dans le début de la saison. Et il va y avoir donc un dialogue qui va s'effectuer donc de Kiku à Mariko et de Mariko à John, et on va comprendre que les paroles de Kiku qui vont supposément dans le sens sentimental de Mariko envers
John Blackthorne, et on a vraiment l'impression que c'est Mariko qui va dire ces mots-là à John. Donc ça aussi, je trouve que c'est dans la manière de faire, alors c'est peut-être un petit peu classique, mais je trouve que c'est bien représenté, et je n'en attendais pas moins, en tout cas par rapport à cela. Et j'imaginais même que John se dise, non mais je ne fais pas ça, moi en fait Mariko, c'est toi que je veux, tout simplement, personne d'autre. Mais évidemment, Mariko lui dit, il ne faut pas que vous fassiez des siennes, vous êtes épiés, donc on vous a dit de faire ça, faites-le. Et c'est évidemment un crève-cœur pour elle, pour John aussi, parce que lui se dit, mais en fait, je ne la veux pas elle, je veux vous. C'est français, dans ce sens-là? Oui, bon, il y avait beaucoup de V. Mais voilà, j'ai trouvé que il y avait un petit aspect poétique dans la relation entre John et Mariko, notamment par rapport à cette déchirure en soi sentimentale entre les deux. L'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui propose de faire ça, l'autre qui ne comprend pas pourquoi on lui dit d'aller là-bas également. Donc c'est une incompréhension, alors je ne dirais pas que c'est un quiproquo, mais c'est une incompréhension par rapport à leur manière de vivre, parce qu'on a encore une fois ce côté d'un côté on a un Britannique, de l'autre on a des coutumes donc japonaises, et donc ce sont deux mondes qui se confrontent, et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Pour revenir un petit peu sur le côté, notamment sur Toranaga, on va comprendre que oui, on essaie de le destituer, bien que lui soit le seul qui veuille véritablement le bien de l'héritier. Donc là, peut-être qu'il va y avoir encore des changements, notamment par rapport à Oshiba, qui a un enfant qui est censé être protégé par Toranaga alors qu'elle veut le tuer. Donc ça aussi, tu vois, c'est un petit jeu plutôt intéressant. Enfin, un petit jeu, une petite guerre une guerre tout simplement qui est intéressante entre les trois protagonistes. Et donc, on va apprendre que Sugiyama, donc qui fait partie du conseil, qui est l'un des 4 membres, sachant qu'on en cherche un 5e, eh bien lui réfute le fait de voter contre enfin, en tout cas pour la mort de Toranaga. Donc lui est contre ça, et tu vas comprendre bien tout l'énervement du personnage d'Ishido, qui est un petit peu, on ne va pas se mentir, influencé par Dame Oshiba, qui veut également accélérer les choses, mais d'aller aussi dans une stratégie, ne pas forcément foncer tête baissée. Ça aussi, encore une fois, la stratégie, c'est très intéressant. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien amené dans cette série-là. Et donc lui, il va finir par mourir. Et c'est à ce moment-là qu'on va véritablement comprendre le titre de la série. Alors, on l'avait déjà un petit peu vite fait évoqué au début, mais là, véritablement, on parle du ciel pourpre, donc le fait d'aller assiéger donc le château à Osaka, donc d'aller s'attaquer à toutes les grandes puissances, donc ce conseil, etc. Parce que justement c'est Ishido qui gère tout Osaka, donc tu comprends que bon là ça va commencer à partir en cacahuète. Et lui-même l'a dit en fait dans un dialogue précédent, c'est que si en fait je fais ça, je deviens le shogun, sauf que je ne veux pas devenir shogun. Et shogun en gros c'est le général en chef des armées. Et là véritablement quand à la fin on comprend que Sugiyama est décédé et que c'était le seul qui s'opposait au fait que Toranaga soit possiblement en vie, enfin même si bon c'est plus compliqué que ça, eh bien en soi en acceptant cette stratégie du ciel pourpre, il accepte aujourd'hui de devenir le shogun. Moi je trouve que c'est vraiment vraiment bien amené, j'adore cette série pour l'instant, c'est quasiment sans faute. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, je vous donne évidemment mon avis à chaud, n'en déplaise à certaines personnes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites ce que vous voulez et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci encore. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette série parce que moi pour l'instant, vraiment, c'est génial.